Nous allons démarrer notre première conférence de la matinée. J'ai pas besoin de ça. On sent bien que le troisième jour, le matin est peut-être un peu plus difficile. Voilà, ouais. Juste rapidement, avant de lancer cette conférence, donc on a cette première séquence autour des regards croisés d'acteurs culturels associatifs sur les enjeux démocratiques. On aura le plaisir aussi ensuite, et je vais présenter nos invités juste après, et surtout les laisser se présenter. On aura le plaisir ensuite d'accueillir voilà, Philippe Coulangeon sur un regard, on va dire, la plus sociologique, en l'occurrence, sur nos enjeux, avant d'aller vers des mots de clôture, parce on a le plaisir de compter dans la salle la vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Sarah Persil. On accueillera le maire de Sochaux, qui, je vous rappelle, n'avait pas pu être présent en ouverture, là, qui a été retenu en dernière minute et qui viendra aussi nous dire un mot. Et le président Jean-Yves Massé clôturera nos rencontres. Voilà. Tout le monde étant installé, je vous propose qu'on débute, qu'on ne dépasse pas les 10 minutes de retard, voilà, qu'on peut s'autoriser sur ce genre de moment. Donc bonjour à toutes et à tous. Pendant ces 2 dernières journées, nous avons beaucoup travaillé, phosphoré, réfléchi, échangé, débattu entre membres du réseau MJC et partenaires de ce réseau, mais finalement, nous avons assez peu ouvert nos échanges à nos collègues, à d'autres réseaux d'acteurs culturels, à d'autres réseaux surtout d'associations culturelles. Et l'idée de ce premier temps est de leur donner la parole pour voir en fonction de là où ils parlent. Donc là, on va évoquer les écoles de cirque, on va évoquer les compagnies de théâtre amateur, et plus largement, on va tenter d'élever un peu le regard à travers une parole de la coordination finalement de ces associations de culture et de communication qui est la COFAC, pour peut-être interroger 2 choses, c'est-à-dire voir ce que l'on constate au sein des MJC en termes de grandes transformations sociétales et de leurs conséquences sur les pratiques, qu'en disent nos collègues des écoles de cirque et des compagnies de théâtre amateur, mais aussi faire le lien entre nos associations et finalement ces pratiques culturelles dans les MJC ne sont qu'un levier du travail que nous menons, du travail d'éducation populaire, qui a quand même une visée émancipatrice et qui vise bien évidemment à l'engagement des acteurs et des actrices d'un territoire, qui vise à produire du bénévolat et être une contribution finalement indispensable aujourd'hui à la démocratie. Et qu'en est-il de la place de ces associations dans la démocratie? Qu'en est-il du bénévolat aujourd'hui? Quels en sont les enjeux? Peut-être quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre collectivement, et vous serez bien évidemment invités à réagir. Pour débuter, je remercie Marie-Claire Martel de sa présence. Elle est présidente donc de la coordination des fédérations d'associations de culture et de communication, plus connue sous son acronyme COFAC, et elle est également vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, et elle a notamment été co-rapporteure d'un rapport et d'un avis sur l'engagement bénévole, la cohésion sociale et la citoyenneté, que vous voyez là. Il est téléchargeable bien évidemment sur le site du CESE. Peut-être Marie-Claire, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de présentation de la COFAC? Oui, merci. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir en fait de rencontrer les acteurs de terrain qui se collectent avec les difficultés du quotidien. C'est essentiel pour nous pour pouvoir justement porter votre parole de façon vraiment incarnée. Donc, merci beaucoup. Merci à la MJC de Sochaux. On est dans la salle Claire Vapillon. Pour moi, c'est une émotion particulière. Voilà, Claire était ma vice-présidente depuis le début et mon amie. Voilà, donc c'est très, voilà, c'est émouvant. Donc pardonnez mon émotion aujourd'hui. Donc la COFAC, c'est 28 fédérations
comme les MJC, de tous les champs, de la culture, spectacle vivant, éducation populaire, patrimoine, cinéma, radio, qu'est-ce que j'oublie, enfin tous les champs, spectacle vivant, musique, théâtre, danse, cirque, voilà, qui regroupe à peu près 40 000 associations en France. La COFAC, c'est l'organisme finalement qui vous représente tous auprès du ministère, en plus de votre tête de réseau, qui lutte pour que la concurrence interassociative soit la plus faible possible et que la solidarité interassociative soit la plus grande possible dans la culture. Je crois que c'est un de nos enjeux majeurs. C'est une organisation qui, en temps de crise, a permis que tous nos réseaux tiennent, puisque j'allais dans les cellules de crise pour faire transformer les décrets pour que les salariés associatifs puissent être au chômage partiel, ce qui n'était pas le cas au début, que les associations puissent émarger au PGE, ce qui n'était pas le cas au début, enfin, que la circulaire sur le non-remboursement en cas de service non fait soit promulguée et que donc on n'ait pas tous à rembourser nos subventions alors que on les avait pas dépensées pour ce pourquoi elles nous avaient été accordées. Enfin voilà, ça sert à ça la COFAC, et à porter globalement la parole de la culture, des pratiques culturelles artistiques auprès des décideurs publics Ourbi et Torbi. Merci pour cette présentation synthétique. Et comme vous, voilà, le CESE, voilà, vous êtes vice-présidente. Et donc, comme je suis toujours la même personne, au CESE, ma délégation du président, c'est la participation citoyenne. Donc, il y a une grande logique dans tout ça. Et l'idée, c'est évidemment de ne pas séparer ni la démocratie représentative, ni les corps intermédiaires, ni la participation des citoyens eux-mêmes. Et c'est de faire que justement tout ça s'articule pour arriver à faire non pas que le dernier kilomètre des politiques publiques uniquement colle, mais aussi faire que ce dernier kilomètre des politiques publiques il soit aussi le premier. Parce que c'est bien ça qui pêche dans ce pays, c'est les choses décidées d'en haut. Et la co-construction des politiques publiques, c'est au cœur du message, alors chez vous, mais à la COFAC, de l'ensemble de ces acteurs aussi. Merci beaucoup. On reviendra sur les travaux du Conseil économique, social et environnemental qui concernent très directement les associations tout à l'heure. Je vais passer le micro à Raphaël Vigier, qui est directeur de la Fédération des écoles de cirque. Le cirque est une pratique très présente aussi dans les MJC. Il me semble qu'on a quelques MJC qui sont membres de la Fédération des écoles de cirque. Et pour ne pas dévoiler un secret, Raphaël a également à un moment sévi au sein des maisons des jeunes et de la culture. Voilà, je lui passe le micro. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je suis très content d'être là à titre personnel parce que j'ai été directeur de MJC pendant de nombreuses années. Donc je suis content de croiser de nombreux collègues, anciens collègues. Et je suis à présent effectivement à la Fédération française des écoles de cirque. Alors c'est un réseau de à peu près 160 structures qui sont, ça va de toutes petites assos avec soit un bénévole ou un salarié à de très grosses structures. Il y a la plus grosse étant le Centre national des arts du cirque, hein, qui est carrément un opérateur d'État qui forme des artistes avec un diplôme de formation d'artiste de formation supérieure. On a un réseau de 12 fédérations régionales et on compte de façon assez précise nos pratiquants et pratiquantes qui sont 30 000 parce qu'on a un système de licence, donc on sait exactement combien de pratiquants on a dans notre réseau. Ce qui est important de dire, donc Patrick le disait, c'est que dans notre réseau, il y a beaucoup de structures qui finalement viennent des MJC, dont certains qui sont aujourd'hui des centres de formation professionnelle d'artistes et qui sont nés dans des MJC,
Donc j'ai des exemples très précis. Il y en a encore. Il y a le CP à Latu, il y a la MJC de Ménival. Il y a plusieurs qui sont actuellement dans les deux réseaux, mais il y en a qui ne sont plus des MJC, mais qui sont issus. Et le projet associatif de la Fédération française des écoles de cirque tient évidemment à ce que soit écrit noir sur blanc et revendique cet élément de langage et pas que de langage, que ce soit un projet d'éducation populaire. Donc, on est très attaché, et moi évidemment, par mon vécu, à ce réseau-là. Voilà pour une brève présentation. Donc, nos activités, l'essentiel, c'est la pratique amateur. Hein, la majorité de nos écoles de cirque. Moins de 5%, c'est de la formation professionnelle. Donc, c'est une particularité de notre réseau, à la fois la pratique amateur et la formation professionnelle, donc qui vont former les futurs artistes de cirque. Et l'autre particularité, c'est qu'effectivement, cette pratique, on va dire, des arts du cirque, elle a 50 ans, puisque on est passé du cirque traditionnel, voilà, qui allait de village en village, à une structuration qui est toujours en cours avec des écoles. On est passé de l'apprentissage au sein de familles et de compagnies ambulantes à une structuration par école, donc de loisirs, de pratique amateur, puis de formation professionnelle. Merci beaucoup, Raphaël. Je vais me tourner vers Gilles Elzaïm. Vous êtes le délégué général de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur parce que le théâtre amateur, on évoquait en ouverture avant-hier le fait que dans les MJC, toutes les MJC qui déclarent avoir une programmation culturelle, la première de ces programmations culturelles est le théâtre. Donc le théâtre est bien évidemment finalement assez constitutif de ce que sont les maisons des jeunes et de la culture. Alors, qu'en est-il de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en avoir quelques fils? On est bien sur des compagnies de théâtre amateur. Voilà. Alors bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors la FNCTA, c'est un réseau effectivement de compagnies de théâtre amateur, donc dans le sens vraiment du collectif, de groupes de personnes qui se mettent ensemble pour un projet artistique et monter donc un spectacle ou plusieurs spectacles sur un long terme, sur un ton long, qui dépasse le cadre de l'année. Donc souvent, les troupes travaillent sur 1 an ou 2 ans et font vivre leur spectacle sur quelques années. Voilà, on n'est pas sur le temps de la saison scolaire comme ce qui peut être dans le cadre d'ateliers, même si parmi nos membres, nous avons aussi des troupes qui organisent des ateliers de pratique amateur. Alors, notre réseau, c'est 1600 compagnies de théâtre, donc avec différentes typologies, de la petite compagnie de 4 personnes avec des micro-budgets, donc ça c'est la grosse majorité. On a à peu près 60% de nos membres qui sont sur des territoires de moins de 20 000 habitants. C'est souvent pour ces communes-là, souvent la seule occasion de culture qu'il peut y avoir dans le cadre du village. Je pense notamment à une troupe qui est à la Rixous dans le Jura, donc qui est dans le Haut-Jura, une commune de 200 habitants, je crois. Ils ont donc la troupe d'adultes, une troupe d'enfants, une troupe d'adolescents. Donc ça représente à peu près 30 à 40 personnes selon les années, donc ce qui fait 15 à 20% de la population du village. Donc c'est un élément important dans la vie sociale du village. Ils jouent à peu près une dizaine de fois tout au long de l'année et ils accueillent sur toute l'année à peu près 500-600 spectateurs, ce qui triple le nombre de personnes au sein du village. Voilà, donc c'est un élément fort. Voilà, mais bon, on trouve cette typologie un peu partout. On a aussi des troupes en milieu urbain avec d'autres problématiques. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Donc 1600 compagnies, 18 000 comédiens à peu près, donc tous bénévoles. On a un réseau très peu professionnalisé, notre fédération est essentiellement gérée par des bénévoles. On est organisé en unions régionales, 13 unions régionales et 43 comités départementaux. Voilà, et donc nos missions, c'est la promotion de la pratique amateur, la montée en qualification des praticiens,
de l'accompagnement juridique et puis aussi des projets et notamment beaucoup de festivals de pratique en amateur sur toute la France et voire à l'international. Merci beaucoup. On va continuer ensemble sur la. On a évoqué là, durant ces 2 derniers jours quelles étaient les conséquences des bouleversements de l'époque. Bien évidemment, en premier lieu, la pandémie, voilà, qui nous a durement touchés ces dernières années, mais plus longuement l'irruption du numérique dans les pratiques, dans les pratiques amateurs. Peut-être un autre mode de rapport à la pratique culturelle. Peut-être aussi peut-on évoquer finalement une fragmentation sans doute plus forte des temps de travail qui change peut-être le rapport aux pratiques. Qu'en est-il finalement des conséquences de ces bouleversements, alors sur des temps plus ou moins longs, mais sur un réseau comme celui de la Fédération des compagnies de théâtre amateur? Est-ce que ça change profondément les choses aujourd'hui? Alors effectivement, la période de Covid pour notre réseau et pour les compagnies de théâtre amateur a été très très compliquée. D'ailleurs, le fait d'interdiction de pouvoir répéter dans des salles, le fait de ne pas pouvoir se produire en n'étant pas considéré comme une activité essentielle, ça a beaucoup marqué nos membres. La reprise a été un peu difficile. Sur notre réseau, on a perdu à peu près 30% d'adhérents, avec des compagnies qui se sont arrêtées. On a une problématique, mais je pense que c'est un peu dans tout le milieu associatif, de renouvellement des cadres, des responsables de troupes, avec donc des responsables qui vieillissent beaucoup. Et nous, notre enjeu actuellement, c'est essayer d'assurer un renouvellement. On a des troupes qui se sont arrêtées, faute de personnes souhaitant se réinvestir au sein de l'association. Voilà. Donc voilà. Nous, dans le réseau des MJC, là, les retours qu'on a. Alors tout n'est pas homogène là-dedans, mais c'est que globalement, on a retrouvé des chiffres de fréquentation d'avant 2019. C'est quelque chose qu'on sent aussi, on sent un nouveau souffle et puis un plaisir de se retrouver. Alors, c'est pas vrai dans tous les territoires. Ce que je dis mériterait d'être nuancé. Ça a été un peu plus dur dans des territoires ruraux. On a, nous aussi, eu des responsables associatifs, si vous me pardonnez cette métaphore sportive, qui raccrochaient les gants, qui à un moment, on dit, là, c'est plus possible. Des associations qui étaient quasiment pas ou peu professionnalisées, qui ont subi très, très durement les conséquences de la Covid. Mais là, aujourd'hui, on sent un vrai souffle, on sent de l'adhésion, on sent un retour, effectivement, des adhérentes et des publics dans nos associations MJC. Mais est-ce que ça s'est joué de la même manière au niveau des compagnies de théâtre amateur? Alors oui, là on sent une vraie reprise, une vraie envie, alors notamment au sein des publics. Là, on n'a pas de souci de public sur nos représentations. On sent aussi une volonté de se qualifier. On a énormément de personnes qui se forment au cours de stages qu'on propose. Nos stages se remplissent beaucoup plus vite qu'avant la crise d'ailleurs, donc il y a une vraie volonté de pouvoir bien faire. Voilà, mais il reste encore l'enjeu quand même du renouvellement, avec la difficulté pour certaines troupes de l'ouverture pour intégrer de nouveaux membres. Si on regarde dans les typologies de troupes dans les années 60, beaucoup de troupes étaient issues de patronage laïque ou de patronage religieux, catholique, ouais. Voilà. Et donc là, c'était ouvert sur la population. Maintenant, on est beaucoup plus sur des sphères amicales. Donc, c'est beaucoup de la rencontre interpersonnelle. Et donc là, quelqu'un qui souhaiterait s'investir au sein d'une compagnie, il y a plus de difficultés pour intégrer une compagnie, sauf les compagnies assez anciennes qui restent sur des modalités d'ouverture avec des ateliers qui permettent d'alimenter la troupe. Voilà. Certaines compagnies ont aussi des lieux, ce qui n'est pas le cas de notre grande majorité. Donc nous, notre difficulté pour nos troupes, c'est de trouver des lieux de répétition, des lieux d'accueil, de formation, des lieux de représentation également. C'est pour ça qu'un réseau comme le nôtre permet aux troupes de sortir de leur public habituel, des amis, des copains, de la famille, de pouvoir se confronter à d'autres publics dans le cadre de festivals. Alors nous, on organise à peu près 150 festivals de pratique de théâtre amateur sur l'ensemble du réseau. Et là, c'est vraiment un moyen d'ouverture et de rencontre et d'échange
et aussi de pouvoir faire des projets communs tous ensemble et de s'ouvrir aux autres. Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce que la nature finalement des créations qui sont fabriquées, montées par les troupes amateurs a changé? Est-ce que finalement on voit aujourd'hui qu'il y a quasiment plus une création qui n'est pas transdisciplinaire dans le champ de la création artistique? Est-ce qu'on sent la même dynamique dans le théâtre amateur? Est-ce que c'est des choses est-ce que la question voilà, du numérique, de la présence de l'image, etc., est-ce que les amateurs finalement s'en emparent aussi, ou est-ce qu'ils sont encore sur une approche assez répertoire, si j'ose dire, du théâtre aujourd'hui? Alors, c'est assez variable. Depuis 20 ans, il y a un vrai renouvellement du répertoire. Pendant très longtemps, il y a eu ce qu'on appelait le répertoire dit de patronage ou spécifique théâtre amateur. Là, maintenant, les troupes vont vers le répertoire contemporain et jouent beaucoup d'auteurs contemporains ou d'autrices contemporaines. Après, pour ce qui est de l'interdisciplinarité ou du numérique au sein des compagnies, c'est pas encore quelque chose qui est très diffusé parce que ça demande de la technique et du savoir-faire. Mais il y en a qui en font. Alors, la difficulté, c'est souvent, mais même dans le spectacle professionnel, il suffit pas qu'il y ait une vidéo en fond de scène pour apporter quelque chose d'artistique au projet. C'est souvent parfois une facilité aussi de mise en scène. Donc là, il y a vraiment toute une démarche à intégrer sur ces nouvelles pratiques, mais certaines le font, utilisent du mapping. On a des compagnies aussi qui font des sons et lumières dans des festivals, etc. Dans des petites, dans le cadre de festivals ou de manifestations estivales, pardon. Voilà. Non, c'est assez diversifié, mais c'est vrai qu'on reste fondamentalement sur le texte dramatique. Voilà. Merci. On a bien compris le message pour le réseau des MJC. Compagnie Théâtre Amateur cherche lieu. Enfin, Effectivement. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. On a même des compagnies qui sont issues de MJC, section de MJC. Hein. Ouais. Merci. Je vais juste reprendre celui-là. Raphaël Villiers, sur les écoles de cirque, comment alors le cirque peut-être a pu continuer son activité durant la pandémie en se faisant pour une partie dehors, ça a été un arrêt total, et quelles sont les conséquences aujourd'hui finalement sur ces écoles de cirque, et vous l'évoquiez tout à l'heure, qui sont très très majoritairement des pratiquantes et des pratiquants en amateur. Alors, non, le cirque, c'est pas fait beaucoup d'heures parce que ça se fait notamment pour les pratiques aériennes dans des salles équipées et contrôlées, parce que on peut pas, voilà, il y a des équipements qui peuvent être en extérieur, mais il y en a pas tant que ça. Donc ça s'est pas beaucoup fait. Contrairement, alors moi quand la pandémie a démarré, j'étais encore à MJC, donc j'ai bien vu qu'il y avait des activités de MJC qui pouvaient avoir lieu, en tout cas des liens via les systèmes numériques. Dans les arts du cirque, ça a été très très difficile. Première chose. Deuxième chose, effectivement, on est revenu, nous, aux chiffres comme dans le réseau des MJC d'avant 2019, en termes de pratiquants. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus sur les professionnels, c'est-à-dire les encadrants, les animateurs. Alors, comme dans la branche, puisqu'on est principalement de la branche d'animation, hein, on a une crise d'encadrants, de pédagogues aux arts du cirque. On n'arrive plus à en trouver. Il y en a un certain nombre qui sont partis. On peine à les recruter. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai enjeu pour la fédération aujourd'hui. Et puis, sur la question des lieux, là, pour le coup, moi, j'ai bien vu la différence entre des MJC qui ont des lieux bien identifiés dans les villes, alors que dans les écoles de cirque, c'est beaucoup moins identifié, parce que c'est souvent des lieux partagés comme des gymnases, des salles polyvalentes. Alors quelquefois ils ont des chapiteaux, mais c'est pas toujours à l'année, c'est installé par moment. Donc la question des lieux reste un enjeu au même titre que la structuration, c'est-à-dire que la reconnaissance des arts du cirque est assez récente par rapport au cirque traditionnel.
les lieux pour l'instant ne sont pas bien identifiés. Et donc c'est un deuxième gros enjeu pour notre réseau. Merci. Pour rappel, pour la salle, on avait lancé une enquête Exopé, donc organisation employeur, voilà, notamment des métiers et de la branche éclat, mais pas que, et le FONGEB sur les difficultés de recrutement dans nos secteurs. Et on a aujourd'hui 10% de postes non pourvus, et donc avec des causes qui sont identifiées par les employeurs associatifs qui sont assez variées et quasiment toutes de même poids, donc parmi lesquelles, bien évidemment, figurent les rémunérations, les conditions de travail, etc. Mais aussi la question de la formation, qui est un élément assez essentiel. Donc, est-ce qu'on forme assez, des questions ouvertes, hein, est-ce qu'on forme assez aujourd'hui d'encadrants pour les écoles de cirque, et est-ce qu'il y a un problème d'accompagnement à la structuration d'un réseau comme celui-là? Alors, la fédération qui a 35 ans, hein, elle a créé un brevet fédéral qui maintenant est devenu un titre professionnel, donc elle a cette première marche. Il y a un BPGEPS qui existe encore, mention activité du cirque, mais qui va disparaître, qui va se fondre dans le nouveau BPGEPS animation, donc qui pose un problème parce que c'était un cursus de formation entre ce brevet fédéral puis le BPGEPS. Il y a un DE, mais pour l'instant il est très peu rempli. Donc les formations existent, mais on ne trouve pas de candidats en fait. Clairement, et pour les mêmes raisons que tu as citées, c'est-à-dire voilà, un vrai problème d'attractivité, de conditions de travail, de rémunération, là où on essaye de valoriser le métier et notamment par le sens qu'on peut y mettre, à la fois dans ce métier-là et dans cette activité-là, quoi. Et peut-être une dernière question pour ce premier tour d'horizon. Est-ce qu'on sent une transformation des pratiques du cirque suite à la pandémie, suite aux transformations d'époque qu'on évoquait tout à l'heure? Alors moi, je vais avoir du mal à avoir ce regard-là parce que ça fait pas si longtemps que je suis dans ce réseau-là. Après, ce qui est sûr, un de nos gros enjeux, ça fait partie des enjeux de société. Il y a un gros travail sur les violences sexistes et sexuelles que fait la fédération, mais qui est un enjeu de société actuel. Donc, je ne crois pas que ce soit. Alors, est-ce que ça a été un accélérateur, la pandémie? Peut-être, de prise de conscience. Sinon, sur la nouveau transformation liée après la pandémie, moi, j'ai pas observé sur le réseau des écoles de cirque. Merci. On va passer la parole à Marie-Claire Martel sur la COFAC depuis 2021 réalise un baromètre qui mesure, c'est assez joliment dit, la pression sur les dirigeants des associations culturelles afin de mieux comprendre et d'anticiper leurs besoins. Qu'est-ce que nous apprennent les deux dernières éditions de ce baromètre sur la situation des associations culturelles? Alors là, on en est à la 7e édition là, qui est sortie en début d'année 2024. Oui, et puis on sort une édition spéciale pour le Printemps de la ruralité qui justement reprend les éléments de réponse des zones rurales et les compare directement avec le reste du territoire. D'abord, il faut rappeler que ce baromètre, il n'existe que parce que vous répondez aux interrogations et il est extrêmement repris par la presse, ce qui nous permet d'avoir un moyen de pression beaucoup plus fort sur les pouvoirs publics. Et donc, c'est vraiment essentiel que vous... En général, 4 ou 5 questions, ça se fait en moins d'1 minute. Et c'est vraiment essentiel que vous répondiez à ce baromètre quand vous le recevez. Donc, pardon. Il est relayé dans la newsletter de MJC de France, donc normalement vous y avez un accès régulier. Voilà. Oui, ça se voit. Alors, 2 choses. D'abord, l'activité principale finalement des présidents d'associations, c'est pour 57% d'entre eux, non plus le projet associatif, mais la recherche de fonds. Et cette question du financement associatif devient tellement prégnante que on peut s'interroger sur la nécessaire revivification du projet associatif lui-même. C'est-à-dire que cette recherche
nécessaire mais effréné et chronophage de fonds a évidemment un impact sur l'engagement des gens, parce que vous ne venez pas dans une association, quelle qu'elle soit, pour chercher de l'argent. Vous venez d'abord pour une motivation, pour faire avec les autres, pour pratiquer un art, pour déployer un projet d'éducation populaire, mais certainement pas pour chercher du pognon. Pardon. Mais, et donc forcément, tout ça a un impact sur le fait qu'on ait du mal à recruter des responsables associatifs. La conséquence aussi, c'est que aujourd'hui, pour être responsable associatif, si on est sur des associations qui ont besoin de rechercher une part de budget, allez, je dirais au-dessus de 1000 ou 2000 euros, ce qui est quand même la majorité des associations, faut avoir bac plus 5. Parce que pour remplir un CERFA, je suis navrée, mais il y a beaucoup de gens dans notre pays qui ne peuvent pas le faire. Et donc, ça interroge au niveau de la citoyenneté sur le fait qu'on puisse être un citoyen actif ou pas. Et cette inégalité d'accès aux fonctions bénévoles, elle est vraiment à remettre en question. Donc c'est vraiment une des choses qui a été pointée aussi dans l'avis du CESE. Ce qu'on voit aussi, c'est que donc effectivement la difficulté à s'engager dans un parcours de prise de responsabilité. Donc la COFAC a décidé d'éditer, d'ailleurs avec vous, puisqu'il a été construit avec des webinaires avec des gens du terrain, un guide de l'accompagnement à la prise de responsabilité associative. Ce qui nous apprend aussi, c'est que les difficultés de trésorerie des associations sont plus importantes qu'avant la crise. D'abord parce que beaucoup d'associations ont puisé dans leurs fonds associatifs pour compenser des baisses, des hausses du coût des fluides. Enfin, disons que l'après-Covid a eu un coût sur le capital associatif extrêmement fort. Donc, pour faire écho à vos propos, là, l'Observatoire des MJC constate que donc on est sur les chiffres 2022 et qu'on a une MJC sur 2 qui est en déficit à la fin de l'année 2022. Et donc forcément, ça puise sur les fonds associatifs. Nous, je pense qu'on a 2 fois moins de fonds associatifs qu'avant la crise. En fait, on a aussi épongé un bout. C'est un peu différent pour les têtes de réseau qui ont été en suractivité au moment de la crise Covid et donc et pas indemnisés puisqu'on était encore en activité. Enfin bon, donc là, il y a effectivement des trucs à éponger. Après, ce qu'on voit, c'est aussi évidemment un soutien public plutôt à la baisse. Toujours une nécessité, il y a un besoin de reconnaissance de l'engagement qui s'exprime. Et la confiance vis-à-vis des pouvoirs publics qui est très grande, plus elle est proche du terrain et qui s'affaiblit vraiment en montant. Mais ça, c'est une constante sur tous nos baromètres depuis le début. Et qu'est-ce que j'oublie ? Un niveau d'emploi qui est plutôt en baisse. Alors à la fois par des difficultés de recrutement mais aussi par des pressions budgétaires en fait, le point d'indice a aussi fait très mal parce qu'il n'a pas été pris en compte dans les budgets, donc il était nécessaire et effectivement on a tous la volonté de bien payer nos salariés mais en même temps nos budgets sont pas à la hauteur. Enfin voilà, qu'est-ce que j'oublie quelque chose ? C'est bon, voilà, les baromètres. Merci. Je rappelle juste aussi à nos collègues du réseau des MJC que la COFAC est aussi l'une de nos représentations auprès du mouvement associatif. Voilà, la COFAC est une des constituantes du mouvement associatif en France, donc c'est aussi une des voies de représentation des MJC au sein du mouvement associatif avec le CNAGEP. Donc là, c'est notre voie culture et le CNAGEP est notre voie jeunesse et éducation populaire. On va peut-être vous proposer de réagir s'il y a une ou deux questions, réactions de la salle aux propos de nos invités. Est-ce qu'on peut faire passer un peu le micro? Antoine, tu veux bien t'en charger? On a
Oui, alors je suis Présentez-vous rapidement, comme ça on a. Ouais. Oui, Alexandre, je suis animateur réseau à la Fédération régionale des MC de France, contrairement à ce qu'on. Je suis pas caméraman, contrairement à ce qu'on croit. Donc, j'avais une petite réaction quand même sur les problématiques de recrutement et aussi sur mon expérience, parce que je suis intervenant à l'université Paris-Créteil dans le département carrière sociale. Ah, vous m'entendez bien? Je suis désolé parce que j'ai un écho. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis intervenant à l'université Paris-Créteil dans le département carrière sociale qui forme aussi des jeunes au métier de l'animation. Et nous, on se rend compte qu'avec des réformes successives sur les diplômes, on a une massification scolaire des jeunes qui se fait. Maintenant, on pousse nos DUT avec des BUT, donc avec des bacs +3 au minimum, si on veut suivre la filière universitaire et non des diplômes d'État. Et voire même aller pousser à continuer en master pour finalement prendre des postes de niveau employé. Et quand je dis ça, c'est le côté où dans d'autres secteurs d'activité, l'accès au master ou en licence pro donne accès à un niveau de cadre intermédiaire et cadre supérieur. Donc du coup, il y a ce qu'on remarque beaucoup, c'est que il y a un blocage. Des jeunes veulent soit de manière pour moi toute logique, accéder à des postes mais sans expérience, ok, mais sauf qu'on les a formés à être avec des postes supérieurs à ce qu'on va leur proposer. Donc soit quittent le secteur, soit ils restent pas longtemps. Et comme vous l'avez dit, les cadres, le métier de l'animation, il s'est professionnalisé dans les années 80, donc là on a tout un départ de cadres et donc pas de succession derrière. Ouais, c'était ça la remarque, parce que pour la question, moi c'était pour la COFAC, etc., c'est quel message porter au pouvoir public, au-delà de dire d'augmenter ou de simplifier l'argent, c'est aussi comment redonner du sens aux formations et au rapport au niveau de formation. Parce que ça, je pense que c'est super important sur tout ça. On va prendre peut-être les deux questions, puis on proposera à nos invités d'y réagir. Il y en a une là-bas, Nadia. Bonjour. Je suis désolée. Nadia Benichou, je suis directrice du réseau DMG du Rhône, de l'Ain et de la métropole de Lyon. Là, par contre, vous m'entendez pas? Ouais. Devant, comme ça? Ouais. Ouais, mais j'ai pas assez l'âge. Donc, je suis directrice d'un réseau de MJC dans le Rhône. En fait, ma question, elle est un peu en lien avec ce qui vient d'être demandé, mais surtout en lien avec votre dernière intervention sur la question comment actuellement les MJC sont majoritairement financés par les collectivités locales. Et l'État se désengage de plus en plus. Hein. Il y a quasiment plus de fonds d'État qui arrivent directement dans nos structures. Alors la formation est un biais, mais parce qu'effectivement, il faut former les gens, il faut les payer aussi. Et notre métier est un métier, je le revendique fortement. Donc comme tous les métiers, il a sa technicité et elle est payée. Et elle doit être reconnue pour ça. Mais si l'État ne se réengage pas aussi sur le financement de nos structures, donc ça veut dire que c'est les collectivités locales qui sont en première ligne sur ce sujet-là. Suivant la couleur de la collectivité, c'est plus ou moins simple. Des fois, les collectivités territoriales ont aussi déserté le champ. Et ça pose un vrai problème derrière de démocratie, de vitalité associative et de vitalité dans nos territoires. Et de capacité des citoyens à exercer une démocratie. Et si la crise... Moi, je fais le lien direct avec la crise de la démocratie actuelle. Si notre démocratie est dévitalisée, c'est parce qu'à un moment donné, on ne laisse plus non plus aux citoyens la capacité à se mobiliser pour un projet d'intérêt général, pour quelque chose qui va les faire peut-être comprendre un petit peu mieux comment fonctionne notre société. Et ensuite, effectivement, derrière, la défiance existe, mais l'État nous a abandonnés. Enfin, il déserte de plus en plus nos structures. Merci. Je vous propose qu'on passe aux réponses. Qu'est-ce qui veut réagir, Marie-Claire? Oui, merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de cette clairvoyance. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui, encore plus après le Covid, s'est désagrégée et où le lien social se désagrège et continue à se désagréger. Il y a 8 millions de Français qui vivent dans l'isolement social complet aujourd'hui. Et donc, forcément, cette question-là, elle se reporte sur la démocratie. Parce qu'une société,
c'est pas des gens les uns à côté des autres dans des cases, c'est caractérisé par les liens qui unissent les personnes les unes aux autres. Et c'est tout l'enjeu des droits culturels et du lien qu'ils tissent dans une culture commune, dans un échange de ressources culturelles pour faire société. Et cette question, elle se déverse évidemment sur la question de la République, de l'enjeu démocratique et du comment on vit ensemble, comment on agit ensemble, et donc de la citoyenneté active, et donc du bénévolat. Et c'est pour ça que ne plus séparer dans la tête de nos gouvernants participation citoyenne, engagement bénévole, mutualiste, coopératif, etc., syndical et engagement politique, tout ça, c'est une même action qui est être citoyen. Et donc cette question-là, elle est évidemment majeure. C'est une question qui occupe énormément le CESE depuis le début de cette mandature. C'est vraiment au cœur des réflexions. C'est le sujet de cet avis engagement bénévole, cohésion sociale et citoyenneté. Après, la question de l'emploi, elle découle de ça. Mais simplement, il faut faire le constat qu'on ne sait plus s'occuper de tout ce qui concerne les politiques de long terme. Et les politiques de long terme, c'est ce qui constitue le fondement des sociétés. Et on est dans une république où il ne faut pas juste avoir des citoyens. La république, elle repose sur l'existence de citoyens éclairés, et donc éduqués et partageant une culture commune. Et ces deux sujets-là, on voit bien qu'aujourd'hui, ils ont été abandonnés trop longtemps. Alors, je ne parle pas du sujet de la santé, etc., mais ces sujets-là de fond et de fondation de la société, on ne sait plus les traiter. Et la question, c'est celle de l'utilisation de nos impôts, etc. Et quand on parle du financement des collectivités locales et du désengagement de l'État, la question de l'utilisation de l'impôt, elle est majeure. On nous pousse dans une société où la philanthropie prend de plus en plus de place, mais la philanthropie, c'est les individus qui choisissent où vont nos impôts. Et donc, la résistance à la philanthropie qu'on sent à la COFAC, elle est aussi cette question-là de l'utilisation de l'impôt. Et moi, honnêtement, je rêve d'une grande convention sur l'utilisation des impôts, le consentement à l'impôt. Enfin, je pense que c'est une question majeure. C'est comment aujourd'hui on s'occupe des communs de la République. Et le premier des communs, c'est celui de l'éducation. Nous ne sommes pas étrangers à tout ça. Et évidemment que cette question des salaires, elle découle de ça. Alors après, cette fuite en avant des diplômes, on la voit dans plein de professions. On voit des élèves qui sortent de master qui trouvent pas de boulot ou du boulot à 1200 francs. Enfin, 1200, oui, enfin, voilà, c'est lapsus révélateur. 1200 francs, quoi. C'est des boulots où on peut à peine survivre avec, notamment en région parisienne et notamment dans les zones où le logement est tendu. Et donc forcément, tout ça pose question. Il y a un autre avis du CESE sur les métiers du soin ou du social qui fait largement la part à ces questions. Et en fait, on peut prendre la même chose dans les métiers de l'animation. C'est copier-coller, quoi. Et qui rajoute des... Et qui rajoute également des éléments sur la question du sens, et notamment avec un regard très proche sur les métiers du médico-social, quoi, sur lesquels peut-être on reviendra juste après sur ce rapport du CESE dont vous étiez la co-rapporteuse, rapporteur. Ça, c'est le jeudi matin. Raphaël Vigier, vous vouliez réagir sur la question des formations et finalement on se retrouve avec ce qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, on se retrouve avec des animateurs, en tout cas surdiplômés par rapport à leur niveau de responsabilité, et donc sous-rémunérés par rapport à leur niveau de diplôme. Alors clairement, pour aller dans le même sens, hein, nous, le titre professionnel, c'est un titre de niveau 3, hein, c'est infrabac, c'est 3 semaines de formation théorique plus 3 semaines de stage, donc c'est on va dire un gros BAFA, vraiment spécialisé art du cirque, et la majorité des candidats sont déjà diplômés niveau 4, 5, 6, 7. On a des gens qui ont un bac plus 5 et qui viennent faire cette formation. Voilà. Donc c'est évidemment un choix.
des gens qui ont des fois exercé. Alors c'est un titre professionnel, ça veut dire que c'est pas de la formation initiale, hein, c'est des gens qui ont déjà eu peut-être une première expérience professionnelle et qui font ce choix de rentrer dans ce type de formation et ce type de métier. Évidemment, la question du sens est fondamentale. Alors je rebondis un petit peu sur ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la conséquence de la pandémie et le fait qu'on voit en masse les pratiquants revenir, c'est bien ça que les gens viennent chercher, c'est être ensemble et la question du sens. Mais du coup, on a besoin de ces professionnels-là. Et là, effectivement, dans les nouvelles générations, cette crise de l'attractivité, pour moi, c'est peut-être un point d'attention qu'on doit avoir entre nous, que ça ne devienne pas une concurrence pour s'attirer les animateurs les uns les autres. Viens vers moi plutôt que d'aller dans le réseau des MJC ou dans tel autre réseau, parce que ça va être ce risque-là. Hein. Clairement, toute la branche de l'animation est en difficulté, donc va falloir qu'on soit attentif pour pas qu'on se tire dans les pattes sur ce plan-là, quoi. Merci. On l'évoquait dans nos différents travaux sur la question de la contractualisation avec les intervenants d'activité, pour employer ce terme un peu générique, mais dans les échanges qu'on a au sein d'Exopé en tant qu'organisation employeur, on voit bien qu'effectivement, le sens ne suffit plus. C'est qu'à un moment, il faut aussi, voilà, Nadia l'évoquait, Marie-Claire réagissait là-dessus, on doit aussi à un moment être dans une époque où, si on veut, je prends les gens de ma génération, à un moment que d'autres prennent la suite, il va falloir qu'on arrive aussi effectivement à améliorer la reconnaissance de ces métiers et la rémunération qui va avec. Parce que oui, le rapport au temps a changé, l'engagement est toujours aussi fort, mais il doit aller de pair aussi bien évidemment avec une juste rémunération. On va passer du côté du bénévolat et de l'engagement bénévole. Marie-Claire, vous évoquiez le rapport sur lequel vous aviez travaillé avec Jean-François Naton, qui lui est du groupe CGT, hein, au sein du Conseil environnemental, social, et j'ai raté Conseil économique, social et environnemental, je vais le remettre dans le bon sens. Donc il s'appelle l'engagement bénévole, cohésion sociale et citoyenneté, en juin 2022. Pour vous donner un petit élément de repère dans les MJC, je fais la promo de notre observatoire tout frais, grâce aux travaux notamment de Raphaël et de Loïs, qui doit être dans la salle, qui ont beaucoup œuvré pour la sortie de cet observatoire. On constate aujourd'hui que dans une MJC, sur 100 adhérents qui franchissent la porte d'une association Maison des Jeunes de la Culture, 8 finissent par s'engager en tant que bénévoles. Et qu'en est-il du bénévolat, effectivement, dans les associations culturelles et dans les associations générales en France, et quel constat et quelle préconisation faites-vous à travers ce rapport? Ce qu'on voit, c'est que l'engagement notamment des jeunes est plus volatile qu'il ne l'était avant. C'est-à-dire qu'avant, on s'engageait vraiment pour une cause et on restait presque toute sa vie attachée à son association, sa MJC, peu importe. Aujourd'hui, ils vont plutôt donner un coup de main dans un festival et puis après, avec des copains pour nettoyer le bois d'à côté. Et puis, il y a une volatilité qui est beaucoup plus grande. Encore une fois, les difficultés de recrutement, elles ne se situent pas tellement sur le bénévolat ponctuel, elles se situent vraiment sur le bénévolat de long terme et de responsabilité, de gestion, etc. Cela dit, ce sont des observations que mènent aussi nos syndicats. C'est-à-dire que les syndicats font le même constat de difficulté d'engagement. Après, je ne suis pas totalement désespérée. Il faut quand même noter, j'aime beaucoup cet exemple parce que à l'Aïol, par exemple, et les 7 villages autour de l'Aïol, tous les comités des fêtes, toutes les associations ont vu leur bureau entièrement démissionner et ne pas revenir après le Covid. Ces 7 associations ont été reprises par des jeunes entre 16 et 24 ans. Et elles ont toutes continué à fonctionner et aujourd'hui, elles fonctionnent extrêmement bien. Et donc, l'engagement, il dure. Ce que dit notamment ce rapport sur cette question de l'engagement des jeunes, c'est que
peut-être on devrait développer ce qu'on appelle les open badges, donc des badges numériques, un peu comme il y avait chez les scouts. Je sais faire la cuisine, je sais tenir la trousse de secours, etc. Et en réalité, ces open badges, c'est la reconnaissance des compétences formelles et informelles d'une activité. Donc, un jeune vient 3 jours, le temps d'un mini-festival local, il tient la buvette. Alors, ça veut dire qu'il a des compétences comportementales et puis de gestion d'un stock, de gestion d'une caisse, etc. Et l'idée, c'est de labelliser ces compétences, de les rendre visibles et de les rendre visibles pour un éventuel employeur. Et cette question des open badges, elle est très, très importante pour les jeunes qui sont sortis de l'école un peu trop tôt. Et donc, ceux qui sont ni en emploi ni à l'école, les open badges, c'est une première manière de construire sa propre reconnaissance. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup insisté. Après, il y a des tas d'observations, mais vous le téléchargerez sur, évidemment, le FONGEP, le FDVA, enfin, toutes ces... Il y a une préconisation qui a attiré notre attention dans la séquence un peu particulière dans laquelle nous sommes, dans les rapports notamment avec le ministère de la Culture. Vous proposez que l'on connecte la plateforme jeveuxaider.gouv.fr avec le Pass Culture pour permettre de publier des offres de missions bénévoles en lien avec des événements culturels de proximité. On a travaillé avec les représentants de la SAS du Pass Culture là, tout au long de ces 3 journées. Qu'en est-il de cette préconisation aujourd'hui ? Alors, les transformations successives du Pass Culture, la COFAC s'est penchée sur la question du Pass Culture collectivement depuis le début, et toutes les transformations qui ont eu lieu collent plutôt à la fois avec les observations de mon précédent avis du Conseil qui était vers la démocratie culturelle, qui demandait plus de médiation, l'introduction des pratiques amateurs, etc. dedans. Donc, globalement, les transformations nous vont bien, mais on trouve qu'elles ne vont pas encore assez loin. Et effectivement, la question de la citoyenneté active des jeunes pourrait trouver sa place dans le Pass Culture. Les jeunes ne vont pas sur la plateforme Je veux aider, en fait, parce qu'il faut déjà savoir qu'elle existe, alors qu'une grande partie d'entre eux ont quand même téléchargé le Pass Culture. Et donc, l'idée, ça serait vraiment de connecter les deux plateformes pour que ce Pass Culture ne soit plus un lieu de consommation uniquement, mais aussi un lieu d'engagement citoyen. Et donc, c'est l'idée de capter les deux. Alors, la Djebba est tout à fait partante. Il y a des freins à lever du côté du Pass Culture, mais nous ne renonçons pas. Merci. Voilà. Du ministère. On s'achemine. Ce n'était pas l'organisme en soi. C'est générique. On relaiera. On s'achemine vers la fin de cette conférence. Peut-être sur Gilles Elzaïm, si vous aviez un mot sur, je dirais, un enjeu d'avenir par rapport au sujet sur lesquels nous venons d'échanger, pour les associations culturelles, plus particulièrement peut-être pour les compagnies de théâtre amateur, finalement, qui est une pratique qui nous fédère toutes et tous ici. Quel appel vous feriez ? Alors, il y a plusieurs enjeux, mais on les a un peu évoqués. C'est la montée en compétences, clairement, des responsables associatifs. La montée en compétences aussi dans les projets artistiques, ça c'est très important parce que nous, ce qu'on prône en tant qu'association d'éducation populaire, on s'en réclame entre affiliation théâtre populaire et éducation populaire, c'est aussi un projet artistique exigeant. Donc, se donner les moyens de pouvoir proposer quelque chose au public qui soit d'une qualité de travail à la fois artistique mais aussi technique. Voilà, donc on est dans ces problématiques-là de qualification du praticien et de leurs encadrants qui sont souvent bénévoles au sein de notre réseau. Les animateurs de troupes sont bénévoles, ne sont pas salariés. Certaines se font accompagner par des professionnels. Mais là, on arrive sur des problématiques de frein à l'emploi, notamment dans le cadre de la licence d'entrepreneur de spectacle. Voilà, donc on a ces enjeux-là aussi. C'est comment pouvoir faire la rencontre entre le monde professionnel d'accompagnement de la pratique en amateur, tout en gardant le projet artistique collectif de la troupe et de ses membres. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux actuels, toujours.
donc monter en qualification. C'est aussi la problématique des salles de répétition et de représentation. Pendant très longtemps, donc les troupes jouaient dans des salles polyvalentes ou dans des salles des fêtes, où elles amenaient donc peu équipées, voire pas du tout équipées, elles amènent leur matériel, elles font les occultations, je pense ici à cette salle-là par exemple, les occultations pour pouvoir avoir le noir parfait. Et quand une ville ou un village réhabilite sa salle communale, eh ben, malheureusement, les troupes amateurs qui la faisaient vivre avant n'y ont plus accès. Donc on a aussi cette problématique-là de pouvoir jouer dans des salles bien équipées, etc. Voilà. Donc je crois que c'est les deux enjeux, c'est se former et puis aussi pouvoir jouer. Voilà. Merci. Peut-être Raphaël Avigé pour du côté du cirque et des écoles de cirque, des enjeux partagés ou... Alors oui, bien sûr. Au-delà des enjeux que j'ai déjà cités, il y a aussi celui, et là je pense que les MJC ont vraiment des atouts, c'est de savoir pourquoi on fait tout ça. C'est finalement pour former des citoyens, parce que la majorité de nos pratiquants, ils viennent sur une pratique de loisir, certes, mais pour en faire quoi? Donc, et c'est là que on fait travailler certaines de nos écoles de cirque sur ces questions-là. Et pour moi, les MJC ont vraiment un atout parce qu'ils savent très bien mener ce type de réflexion et en plus, ils savent aussi innover en termes de pratiques culturelles. Là où, effectivement, nous, on est sur une pratique qui est celle des arts du cirque, on est sur une filière. Je trouve que les MJC ont cette possibilité d'aller tester, d'aller tenter des choses nouvelles et que je trouve particulièrement intéressantes. Vous avez entendu le message. Ouais, bien sûr. Oser. Voilà. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Je sais que les MJC savent faire. Voilà. Merci. Peut-être le mot de la fin, Marie-Claire, sur ces journées, je dirais avec le double regard, bien évidemment, de présidente de la COFAC et du vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, les enjeux aujourd'hui et pour demain pour les associations culturelles. Ne jamais perdre de vue son projet associatif et le remettre tous les jours en tout cas au moins tous les ans sur le métier. Je crois que c'est un des gros enjeux parce que certes, le sens ne remplit pas le frigo, mais si on perd le sens, on perd sa boussole en fait et se retrouver tout seul devant le frigo. Ouais. C'est ça, voilà. Même s'il est rempli, c'est moins cool. Globalement, je pense la question de la réforme du CEC, du compte engagement citoyen, qui aujourd'hui dans le baromètre, on le constate, il y a 11% des associations qui savent ce que c'est et il y en a 4% qui l'utilisent. Donc, mais aussi, c'est parce qu'il ne sert pas à grand-chose, à vrai dire. Hein. Donc, on n'a pas le temps de faire un sondage flash dans la salle, mais je pense 4% qu'on aurait les mêmes, dans le dernier baromètre qui l'utilisent. Donc, c'est simplement parce qu'il n'est pas adapté. Donc, la réforme de fond du CEC est sur le métier. La question de la généralisation des open badges, avec la reconnaissance en même temps dans le milieu de l'entreprise et la saisie dans le milieu associatif. Là, on est vraiment sur un enjeu très coopératif. Alors non pas sur la philanthropie et le mécénat direct, parce que ça sera toujours beaucoup plus cool d'aller faire son pot de fin d'année au musée d'à côté plutôt qu'à la MJC. Donc pas forcément sur le mécénat en argent sonnant et trébuchant, mais sur le mécénat de compétences. Notamment pour pouvoir recruter des responsables bénévoles avec un mécénat de compétences qui grandirait en fin de carrière, avec le choix, non plus par l'entreprise, mais par le salarié lui-même, de son association de rattachement pour pouvoir continuer à avoir des retraités qui s'engagent dans le milieu associatif, parce qu'on sait très bien que c'est ceux qui ont le plus de temps à donner et le plus de compétences à partager, puisqu'ils sont en sortie, et avec la réforme des retraites, forcément, ça va nous impacter beaucoup. Toutes les questions d'intégration, parce qu'avec le bouleversement démographique, l'intégration des nouveaux arrivants en France
devient un enjeu majeur. La question des droits culturels et de la création d'une culture commune est un enjeu d'avenir majeur pour nous tous. Et donc, cette question-là, elle est au cœur elle doit devenir au cœur de réflexion des associations culturelles. Et pour finir, évidemment, l'enjeu de la démocratie tout court. Aujourd'hui, on voit bien, avec la manipulation de l'information, les fake news, le nombre de personnes qui pensent que la Terre est plate, c'est absolument hallucinant. Et donc, toutes ces questions d'éducation, de culture, de montée en puissance aussi d'une parole plus scientifique, qui d'ailleurs sont pas mieux payés que les animateurs, hein. Je rappelle que les doctorants, début de carrière, 2300 €, 10 ans d'études, ça interroge aussi. Donc, toutes ces questions-là, en fait, et simplement est une question démocratique. Et si on a envie de continuer à vivre dans un pays où les 3 valeurs de la République continuent à marcher ensemble, eh bien, il n'y a que la citoyenneté active qui peut marcher. Et parce qu'il n'y a que dans cette conception de la citoyenneté que la fraternité a un vrai sens et que la solidarité continue à constituer, et je suis heureuse de pouvoir dire ça dans cette région où la solidarité et le solidarisme est né, eh bien ça doit continuer à avoir un vrai sens au quotidien. Merci beaucoup à tous les 3 pour votre intervention. Donc vous retrouvez le rapport ainsi que l'ensemble des documents du CESE et on a beaucoup de... Voilà. Voilà.